Bien. Je propose de démarrer cette séance du conseil municipal de Bézieux du 15 décembre 2022. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui et je vais commencer par faire l'appel. Donc, Antunès Polo. Présent. Bataille Catherine a donné procuration à Laurence Dutilleul. C'est bien ça? Oui. Chantraine Christine. Présente. Coxet Bernard. Présent. Cussot Pascal. Présente. Demeyer Pascal arrive. Delrue Francis. Présent. Després René. Présent. De Villers Luc. Présent. Devoilly Bruno. Dufour Isabelle. Présente. Dutilleul Laurence. Présente. Fievé Jean-Michel. Présent. Gilbert Christian. Absent et donné le pouvoir. À Monsieur Delrue. Erangel Céline. Présente. Herman Bénédicte. Présente. Huon Emmanuel. Présent. Leclerc Bénédicte. Présente. Limousin Philippe, présent. Macré Jean-Pierre, absent, a donné pouvoir à Pascal Cussot. Millet Michel. Présent. Paquier Michel. Présent. Paquier Titeka Odile. Présente. Schumacher Coralie. Présente. Terry Mathieu. Arrive. Van de Velde Olivier. Présent. Et Verbeck Karl. Arrive aussi. Bon. On va démarrer. On a, Pascal qui arrive. Pascal Demeyer, qui est présente. On démarre. Donc, nous sommes 22 sur 24 présents, puisqu'on a 3 procurations. On va démarrer ce conseil municipal. Tout d'abord, on va désigner Pascal Cussot comme secrétaire de séance, qui accepte bien volontiers. Et le premier point de notre ordre du jour, c'est l'approbation du compte-rendu du conseil précédent. Alors, avant de passer aux questions, s'il y en a, aux observations, je voulais vous dire que la délibération numéro 3, je crois, fait état d'une nouvelle réglementation qui fait état de la possibilité d'appliquer. Si vous êtes d'accord pour qu'on applique la délibération numéro 3, eh bien, ce document, le compte-rendu ne sera signé que par le maire et puis le secrétaire de séance, plutôt que de faire tout le tour. Mais comme ça va être fait après, je vous demande si vous êtes d'accord pour qu'on le fasse tout de suite, pour éviter de signer, faire le tour, en amont. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à cette idée? Personne, donc on peut y aller, on fait comme ça. Très bien. Avant, c'était signé par chacun. Il y a une nouvelle... Bon, on va y venir à la délibération numéro 3. Y a-t-il des observations sur le compte-rendu? Monsieur Devoilly. Alors oui, attendez, excusez-moi. Je vais faire un état des lieux avant de... ou bien je le ferai après, je vous laisse la parole. Non, c'est juste un petit point, c'était sur le point 14. J'avais demandé à ce que ce soit changé. Ce n'était pas un avis de la commission financière, mais une présentation. C'est approuvé. Oui, tout à fait. Oui, je confirme. Oui, oui. Présentation. C'est tout? Donc on peut adopter, on peut considérer que ce conduit est adopté à l'unanimité? Oui. Parfait, je vous remercie. Avant de démarrer l'ensemble des délibérations, nous avons un conseil chargé. Il y a des délibérations de 2 à 23, plus 4 décisions du maire qui, elles, ne feront pas l'objet d'un vote. Et je vous informe avoir reçu également 4 questions orales qui seront donc abordées à la fin de notre conseil, à la fin de l'ordre du jour. Je rappelle également notre règlement intérieur. Bon, en quelques mots, on demande la parole, je distribue la parole. Les intervenants ont 5 minutes pour intervenir. Après, on n'est pas avec un chronomètre, mais il faut respecter ça aussi. Et bien évidemment, on n'interrompt pas, les intervenants. Je vous remercie. Alors, on va démarrer par le point, la délibération numéro 2, institutions et vie politique, modification des commissions municipales. Vous avez reçu le détail en annexe 2. Et donc, en vue de la modification des commissions municipales, les membres du conseil municipal sont invités à faire acte de candidature afin de se positionner sur les différentes commissions.
Conformément au règlement intérieur du conseil municipal, les commissions doivent être composées de 9 membres, 7 membres de la majorité et 2 membres de l'opposition. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 2121-22, vu la délibération numéro 2020-06-02 du conseil municipal en date du 16 juin 2020, portant création et composition des commissions municipales permanentes, modifiée par la délibération numéro 2021-09-02 en date du 29 septembre 2021, considérant la démission de M. Pavel Kijowski en date du 16 septembre 2022, M. Emmanuel Huon a intégré le conseil municipal de la commune de Bézieux. Compte tenu de l'activité municipale et comme annoncé lors de la séance du conseil municipal du 3 octobre 2022, il y a lieu de modifier l'objet et l'intitulé des commissions municipales. Considérant qu'il y a lieu de procéder à l'élection des membres des commissions permanentes, conformément au règlement intérieur du conseil municipal, il est donc proposé au conseil municipal de modifier l'objet et l'intitulé des commissions municipales comme présenté en annexe 2, de procéder à l'élection des membres des commissions municipales. Je précise au passage que nous avons reçu les candidatures de l'ensemble les candidatures de la majorité et également les candidatures de l'opposition. Donc, normalement, c'est un vote qui doit se faire à bulletin secret. Est-ce que vous voulez qu'on le fasse à bulletin secret ou est-ce qu'on le fait à main levée? Tout le monde est d'accord pour le faire à main levée, ça sera plus rapide, à moins qu'il y ait quelqu'un qui s'y oppose. Non? Va bien. Donc, je vous propose donc de vous présenter la liste des commissions avec les noms que Hélène va vous présenter. Vérifiez bien que ça correspond bien à ce que vous aviez demandé, hein, on ne sait jamais. Ça va, c'est bien ça? Bon. Y a-t-il des commentaires, des questions? C'est tout bon pour tout le monde? Je vous laisse regarder, je vous laisse le temps de regarder. Ok? Pas de questions? Très bien. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est pour? Tout le monde. Donc, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Je précise. Donc, je demande votre attention. Donc, les commissions sont censées se réunir dans les 8 jours qui suivent le vote afin d'élire leur vice-président. Compte tenu du calendrier des fêtes de fin d'année, qui ne vous aura pas échappé, il est proposé de reporter la tenue de ces commissions au mois de janvier, dans le cadre de la préparation du conseil municipal de février. Il faudra donc réunir l'ensemble des commissions à cette occasion. C'est clair pour tout le monde? On fait la trêve des confiseurs et on démarre en janvier. Voilà, donc le point 3, je vous remercie. Le point 3 de l'ordre du jour, institutions et vie politique, modification du règlement intérieur du conseil municipal que vous avez eu en annexe 3. Alors, c'est pas courant, mais là, je vais passer la parole à Hélène, puisque c'est possible, hein, elle peut prendre la parole dans le cadre d'un conseil municipal, donc je vais passer la parole à Hélène. Donc, comme vous avez pu le voir sur l'annexe qui a été envoyée, les textes qui réglementent hein, donc les modalités notamment hein, donc toutes les modalités de PV et de compte rendu ont été modifiées par la loi et donc il y a lieu d'ajuster le règlement intérieur en fonction donc, de ces éléments-là. Donc le compte rendu succinct qui était prévu par le Code des collectivités territoriales a été supprimé. Il n'est maintenu que le procès-verbal. Le procès-verbal donc ne sera signé que par le maire et le secrétaire de séance. Procès-verbal donc qui fait l'objet d'un affichage à l'issue de son adoption donc, au conseil suivant.
Les délibérations en elles-mêmes donc, doivent être affichées donc, par voie dématérialisée, non plus par voie papier, dans les 8 jours qui suivent donc, le conseil municipal. Donc voilà, ce sont juste des ajustements qui sont liés à une modification de la loi. Donc on intègre dans le règlement intérieur afin de simplifier. Ce sont des démarches de simplification. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y aura plus d'affichage papier, que l'affichage est dématérialisé et que l'ensemble donc, des délibérations et le procès-verbal se trouvent donc, sur le site internet, puisque nous avons un affichage légal qui est relié à notre site internet. Voilà, c'est essentiellement ces points-là qu'il faut retenir. Et ensuite, donc, la modification qui est liée à une coquille, en tout cas quelque chose qui était resté sur l'ancienne adresse du local de l'opposition, rue du Grand des Yeux, qui n'existe plus, ça ne vous aura pas échappé. En tout cas, voilà, c'était juste de réactualiser ce point-là. Le dernier point, donc, qui lui est indépendant donc, de ces changements réglementaires, c'est le changement de modalité de remplacement des membres dans les commissions municipales en cas de démission. Ce qui a été pratiqué donc, depuis plusieurs situations lors de démission a été donc de remplacer la personne qui vient dans l'ordre suivant du tableau, intègre la commission, la place dans la commission laissée vacante. Et donc, il est proposé de l'inscrire dans le règlement intérieur et de systématiser cette façon de procéder. C'est donc l'article 16. Merci Hélène. Qui souhaite intervenir sur ces commentaires, enfin sur cette délibération? Personne. Donc on peut passer au vote. Donc il est proposé au conseil municipal d'adopter le règlement intérieur 6 juin annexé, qui est l'annexe 3, en lieu et place du précédent. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point 4 de l'ordre du jour concerne l'institution et la vie politique. Désignation d'un correspondant secours et incendie au sein du conseil municipal. C'est une décision également récente, enfin c'est une nouvelle façon de faire qui est récente, vu le Code général des collectivités territoriales et la loi 2021-1520 du 25 novembre 2021, vous voyez que c'est récent, dite loi Matras, et notamment son article 13, visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et des sapeurs-pompiers professionnels. Vu le décret numéro 2022-1091 du 29 juillet 2022, qui est un décret donc très récent, 29 juillet 2022, relatif aux modalités de création et d'exercice de la fonction de conseiller municipal correspondant incendie et secours, considérant qu'en application de ce décret, il appartient au maire des communes de nommer un correspondant incendie et secours au sein du conseil, considérant que le correspondant incendie et secours se voit confier le rôle d'interlocuteur privilégié du service départemental d'incendie et de secours, SDIS, dans la commune, sur les questions relatives à la prévention, la protection et la lutte contre les incendies, considérant que dans le cadre de ces missions d'information et de sensibilisation des habitants et du conseil municipal, le correspondant de secours et incendie peut, sous l'autorité du maire, participer à l'élaboration de la modification des arrêtés, conventions et documents opérationnels du service local d'incendie et de secours. Considérant que le correspondant incendie et secours devra informer périodiquement le conseil municipal des actions qu'il mène dans son domaine de compétence, il est proposé au conseil municipal de désigner M. Michel Paquier, adjoint au maire, comme correspondant secours et incendie. Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à cette délibération? Souhaite intervenir? Personne? Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point 5 de notre ordre du jour concerne l'intercommunalité. C'est le rapport d'activité 2021 du CIDEN-Sian, qui est l'organisme qui gère l'eau pour Bézieux. Vous avez reçu donc en annexe 4 et 5 les éléments correspondants. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2226-1, L 5211-39 et D 2224-1 et suivants, vu l'arrêté préfectoral en date du 8 avril 1971 portant création du syndicat intercommunal d'assainissement Nord, qui est Sian, vu les arrêtés successifs portant extension et réduction, extension
ou réduction du périmètre, modification des statuts du SCIAN et notamment de 21 novembre 2008, dotant le SCIAN d'une compétence à la carte supplémentaire eau potable et industrielle et d'un changement de dénomination, à savoir le SIDEN-SCIAN. Vu la libération numéro 2020-1111 du Conseil municipal en date du 19 novembre 2020 portant adhésion au SIDEN-SCIAN, puisqu'on a adhéré, considérant le rapport d'activité de ce SIDEN-SCIAN portant sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement, doit être présenté devant le conseil municipal de chaque commune adhérente. En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'approuver le rapport d'activité du SIDEN-SCIAN portant sur le prix et sur la qualité des services d'eau publique, des services publics d'eau potable et d'assainissement au titre de l'année 2021, qui sont les annexes 4 et 5 que vous avez reçues. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur cette délibération? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La délibération numéro 6 concerne toujours l'intercommunalité. C'est un appel à manifestation d'intérêt. C'est une délégation de passation de la procédure d'AMI à la MEL, la métropole européenne de Lille, pour la mise à disposition de vélos à assistance électrique. Vous avez reçu les éléments dans l'annexe 6. Je passe la parole à Coralie. Le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L2121-29. Vu le courrier de M. Damien Castelin, président de la métropole européenne de Lille, en date du 9 novembre 2022, relatif au lancement de l'appel à manifestation d'intérêt, AMI, pour la mise à disposition de trottinettes électriques et de vélos à assistance électrique au premier trimestre 2023. Considérant que ce dispositif est déjà expérimenté au sein de la métropole avec un bilan positif, répondant aux ambitions de développement d'une offre de mobilité alternative à la voiture individuelle, considérant la volonté de la municipalité de s'inscrire dans ce dispositif, notamment par la mise à disposition de vélos à assistance électrique sur le territoire de la commune, considérant qu'il y a lieu d'autoriser le conseil municipal à déléguer la passation de la procédure d'AMI à la métropole européenne de Lille et d'autoriser M. le maire à signer une convention autorisant la MEL à désigner le ou les opérateurs retenus, il est proposé au conseil municipal de déléguer la passation de la procédure d'AMI à la MEL, d'autoriser M. le maire à signer une convention autorisant la MEL à désigner le ou les opérateurs retenus. Merci Coralie. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur cette délibération? Monsieur Devoilly, vous avez la parole. Je vais intervenir d'un titre totalement personnel. Je considère que je suis contre ce projet, dans le sens où pour moi la sécurisation est primordiale avant de démarrer ce genre de choses. Et le deuxième point, je suis d'accord pour le vélo électrique, ça n'est pas un débat, mais je suis totalement contre la trottinette électrique, qui pour moi manque totalement de cadre juridique. Et c'est du grand n'importe quoi pour le vivre au quotidien sur l'île, c'est sur les trottoirs, c'est sur les routes, ça gêne les voitures, ça gêne les piétons, et quand ce ne sera pas sécurisé, je serai totalement. C'est tout? Quelqu'un souhaite répondre? Oui, je peux compléter. Coralie. On en a discuté lors de la commission et en fait l'idée c'était déjà de démarrer avec une demande de vélo à assistance électrique pour les mêmes raisons. On considère que la partie trottinette est peut-être plus dangereuse et moins sécurisée. De toute façon, là, on répond à l'AMI pour ne pas être bloqué, parce que si on n'y répond pas, enfin, si on ne fait pas ce vote-là, on ne pourra pas après avoir accès à ces vélos. Mais de toute façon, il y aura une étape de concertation aussi, notamment avec les conseils de quartier, etc., pour voir à quel emplacement on en est, combien on en est, et de toute façon, de démarrer par les vélos électriques et peut-être ne pas arriver jusqu'aux trottinettes. C'est pas un package obligatoire, on peut vraiment choisir ce qu'on met et où on le met. Merci Coralie. Effectivement, on va voter pour le lancement de l'AMI par la MEL. On ne va pas voter pour les trottinettes et les vélos. Et je pense que ça mérite effectivement réflexion. Je pense que on ne va pas décider ça aujourd'hui. On s'est positionné sur les vélos pour l'instant. On s'est d'ailleurs positionné sur les vélos. Merci Coralie. Donc, personne d'autre souhaite intervenir. Donc, je vais passer au vote. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Une voix contre, Monsieur Devoilly. Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Alors, nous allons passer à la délibération numéro 7. Finances locales, décision modificative numéro 2,
qui correspond à l'annexe 7 que vous avez reçue. Je vais donner la parole à Karl. Bien, donc j'ai l'honneur de vous présenter donc la décision modificative numéro 2 au budget qui a été donc votée au mois d'avril de cette année. Donc cette décision modificative a pour objectif d'ajuster les crédits en recettes et en dépenses, aussi bien sur la section de fonctionnement et d'investissement. Donc elle se présente comme suit. Tout d'abord sur la section d'investissement, en fait principalement au niveau des recettes, on a des diminutions liées à des subventions qui étaient prévues dans le cadre des nouvelles constructions. Quand je parle de nouvelles constructions, il s'agit de l'extension de l'école et de la salle de sport. Alors, ces pertes de subventions sont simplement liées au fait que ça a été recalculé avec la clôture de l'opération, et comme l'assiette était moins importante que celle déclarée, effectivement il y a un recalcul qui était à la baisse, donc de 30 500 € pour l'association nationale du sport et 38 500 € pour la MEL, notamment pour l'école. Donc en baisse c'était pour la salle de sport et 38 500 € pour l'école. À côté de ça, on a en plus par contre des subventions qui elles n'étaient pas prévues dans le budget, à savoir 3 350 € pour le remplacement de la chaudière de la mairie et 26 000 € pour la vidéoprotection. En compensation, donc, et pour donc équilibrer l'ADM en dépenses, on diminue de 39 650 € l'opération construction qui correspond, comme je vous l'ai indiqué également, à la baisse du calcul des subventions. Côté fonctionnement, donc au niveau recettes, on a tout d'abord une augmentation de 44 000 € prévue dans le cadre des droits de mutation à titre onéreux, donc qui avait été sous-évalué, on va dire bien évalué par rapport au moment du budget, mais pour lesquels on a effectivement eu un apport sur cette recette, et également 30 000 € en revenus d'immeubles. Alors si vous vous rappelez, l'année passée, lorsqu'on avait parlé des loyers de la gendarmerie, donc des loyers perçus par la gendarmerie, il y avait un petit delta par rapport aux loyers qu'on percevait historiquement. En fait, ce delta est conformément d'ailleurs aux propos et aux engagements à l'époque, notamment de l'État et de la direction des finances publiques, on a eu donc le versement de ce delta. Au niveau des dépenses, on a 2 000 € au niveau des animateurs des centres pour l'hiver 2021 et août 2022. On a également donc au niveau du titre 1, donc titre de personnel, 60 000 € qui correspondent en fait à la revalorisation salariale et notamment le relèvement du point d'indice de 3,5% qui a été prévu cette année par le gouvernement, notamment dans les mesures du Ségur, et 12 000 € d'intérêts réglés à l'échéance qui correspondent en fait à l'emprunt qu'on avait fait pour la trésorerie. Le décalage entre les subventions qu'on aurait perçues, enfin qu'on a perçues, et les factures que l'on devait payer, notamment dans le cadre de l'opération. Donc cet emprunt a été remboursé, et on a donc les intérêts de 12 000 € qui sont à inscrire également sur cette décision modificative. C'est tout ? J'ai fini de présenter l'ADM. Bon. Est-ce que quelqu'un souhaite-t-il intervenir ? Oui, pour une explication de vote, simplement. Nous n'étions pas d'accord avec le budget prévisionnel et nous ne l'avons pas voté. Oui. Donc, cette décision modificative n'est qu'un ajustement de l'ADICA. Il ne corrige pas le budget primitif. Donc nous ne voterons pas cette délibération. Vous ne la votez pas ou vous êtes contre ? Vous vous abstenez ? Contre. Très bien. Donc, on va passer au vote. Donc, il est proposé au Conseil municipal de modifier le budget suivant la décision modificative ci-jointe, annexe 7.
Donc, qui est contre? On a 6 voix contre. Qui est pour? Qui s'abstient, pardon? Et qui est pour? Bon, donc, très bien, je vous remercie. Le point numéro 8, la délibération numéro 8. Donc, il s'agit toujours de finances locales, le recrutement des agents recenseurs, autorisation et fixation des modalités de rémunération. Je vais passer la parole à Pascal et également à Hélène parce que c'est assez technique. Hein. Donc, je vais peut-être laisser démarrer Pascal. Oui, je vais démarrer. Ok, très bien. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 2122.2122-21, R 2151-1 et R 2151-4. Vu la loi numéro 2002-276 du 27-02-02 modifiée relative à la démocratie de proximité, notamment l'article 156, considérant qu'il sera procédé sur demande de l'INSEE au recensement général de la population de la commune sur la période du 19 janvier au... Alors, veuillez prendre en compte qu'en fait, ce n'est pas 23 février, mais le 25 février. Sur la période du 19 janvier au 25 février 2023, considérant qu'il convient de recruter l'équipe nécessaire au bon déroulement des opérations de recensement, considérant que cette équipe sera constituée d'un agent coordonnateur et de 11 agents recenseurs en charge de la collecte des informations auprès de la population basilienne. La rémunération brute de ces personnels sera fixée selon les modalités suivantes. Donc vous avez ci-dessous un petit tableau qui reprend de façon concrète et très lisible, semble-t-il, les différentes rémunérations qui vont donc être attribuées à la fois à l'agent coordonnateur, mais également aux 11 agents recenseurs. Donc il y a un système de feuilles de logement, de bulletins individuels, de forfaits de demi-journée de formation également. Donc là c'est forfaitaire, ce sera donc 17 € pour l'agent coordonnateur ou l'agent recenseur. Forfait de 400 € effectivement pour l'agent coordonnateur, c'est une proposition donc pour l'agent coordonnateur. Et l'agent recenseur, 90 centimes pour une feuille de logement et 1 € pour un bulletin individuel. Je vais juste rappeler qu'en 2017, les montants étaient les suivants. 0,45 pour une feuille de logement et 0,90 pour un bulletin individuel. Et nous avons souhaité, au vu du contexte, à la fois de 2022-2023 et également aux températures hivernales qui semblent en fait se présenter, et pas forcément la facilité de l'activité qui est proposée à ces agents recenseurs, nous avons donc souhaité augmenter le montant qui leur sera donc attribué. Il s'agit donc tout simplement de payer correctement les agents qui se sont présentés. Alors, voilà. Donc il est proposé au conseil municipal de désigner un agent coordonnateur et de procéder au recrutement d'agents recenseurs en nombre suffisant et de prévoir les crédits correspondant au budget. Qui souhaite intervenir? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Pascal, Hélène, tu souhaites préciser quelque chose? C'est clair? C'est une question. Qui a des questions? Qui souhaite intervenir? Monsieur Delru, vous souhaitez intervenir? Simplement une question. On a les informations sur ce qui va nous être reversé pour Oui, ça. tout à fait. Oui, bien sûr. Oui. Vous avez les montants par rapport à ce qu'on donne? Tout à fait. Oui, On a les montants. Ça rentre dans l'enveloppe, oui. En général, Oui, c'est ça. ils vont nous donner, on reverse. Il y a une dotation qui est perçue, et effectivement, les montants ont été calculés pour que ça rentre dans l'enveloppe qui est calculée. Personne d'autre qui souhaite intervenir ou avoir des précisions? Profitez-en, il y a la spécialiste. Hein. Les spécialistes. Bon, ok. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Adopté à l'unanimité. La délibération numéro 9, finances locales. Autorisation de signature d'un contrat avec la plateforme Agora Store que vous avez tous reçu par l'annexe 8. Hein. Je passe la parole à Karl. Donc, alors, concernant cette plateforme, je vous passe la lecture des articles qui sont donc notés au niveau de la note de synthèse.
L'idée de cette plateforme, c'est de pouvoir mettre en vente des biens d'occasion dont la commune ne se sert plus. Donc en considérant que la commune a acquis effectivement du mobilier et du matériel divers pour les besoins des services municipaux, certains de ces matériels aujourd'hui sont voués à la réforme ou à la destruction, souvent pour des raisons d'obsolescence, d'usure, d'amortissement, ou bien tout simplement parce qu'ils ne servent plus et ne sont plus utiles et restent inexploités. Par ailleurs, la municipalité a la volonté de s'inscrire dans une démarche d'économie circulaire et de développement durable, en rationalisant le stock de matériel devenu inutile et en procédant ponctuellement à la vente de ces biens en toute transparence, en rendant accessibles à tous les ventes de la collectivité par le biais de la vente aux enchères sur un site internet dédié. En considérant également que le réemploi est également l'occasion pour la commune de générer de nouvelles recettes, et en considérant que le contrat passé avec Agorastore, consiste en l'acceptation de leurs conditions générales de vente, qui vous a donc été annexée en annexe 8. Il faut savoir également que la société Agorastore applique une facturation de 15% sur le montant total de la vente. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'utilisation de cette plateforme, d'autoriser monsieur le maire à mettre en vente tout bien réputé réformé par les services de la commune pour tout bien dont le montant est évalué inférieur à 4 600 €, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à conclure la vente de chaque bien au prix de la meilleure enchère et à signer les actes de vente correspondants. Merci Karl. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur cette délibération? Il n'y a pas de questions non plus? Je précise qu'on peut vendre et acheter, enfin ça a été dit, mais je le dis, je le précise. Hein. On peut vendre des produits dont on souhaite se séparer, et on peut acheter des produits qui nous seraient nécessaires et de deuxième main, si vous voulez. Très bien, on va passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Coralie, dans l'enthousiasme. Oui, qui est pour là, voilà, oui, pour. Tout le monde est content. Donc, merci. Alors, délibération numéro 10, toujours en finances locales, donc modification de la convention avec la paroisse pour le remboursement de l'électricité que vous avez reçu en annexe 9. En préalable, je vais donner la parole à Karl, mais je veux simplement dire que je vous rappelle que nous avons passé une convention avec la paroisse pour donc rembourser les frais d'électricité engagés par la paroisse qui sont liés à des activités municipales, le marché ou les panneaux d'affichage, etc. Je passe la parole à Karl. Oui, donc on avait, comme a dit monsieur le maire, mis en place une convention avec la paroisse pour le remboursement des frais électriques, notamment liés à l'utilisation de l'électricité pour le marché, mais également pour le panneau d'affichage, donc au niveau de l'église Saint-Martin. On a aujourd'hui des matériels qui sont également en plus, qui ont été ajoutés, et notamment un défibrillateur automatique et une caméra de vidéoprotection installée au niveau de l'église, cette fois Saint-Jean-Baptiste. Donc, comme ces charges sont dues par la commune et non à la paroisse, qui détient aujourd'hui ces compteurs et ces abonnements électriques, en fait, on considère que, et on demande justement de passer une nouvelle convention pour ajuster avec l'utilisation électrique pour ces nouveaux matériels, et que la commune, bien sûr, prenne en charge le remboursement de la quote-part de consommation électrique, étant entendu qu'il ne s'agit bien évidemment en aucun cas d'une subvention à la paroisse au sens de la loi de 1905. Donc il est proposé par rapport à ça au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention modifiée qui vous a donc été, qui est annexée, qui vous a été jointe en annexe 9 avec la paroisse pour le remboursement de l'électricité qui rentrera en vigueur au 1er janvier 2023.
et de prévoir bien évidemment du coup les crédits correspondants au budget de l'année prochaine. Y a-t-il une question sur cette délibération? Une question d'abord. Précision, pas de précision, c'est très clair. Qu'est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur cette délibération? Parfait, donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Très bien, donc adopté à l'unanimité. La délibération numéro 11, finances locales, fixation des durées d'amortissement dans le cadre du passage à la nomenclature comptable M57. Je passe la parole évidemment à Karl. Donc on en avait déjà parlé, on l'a présenté également en commission finances. À partir du 1er janvier 2023, nous allons adopter la nomenclature M57 en remplacement de la M14. Donc ça c'est une des obligations, même si on le fait avec un an en avance, mais une des obligations puisque toutes les collectivités, et donc y compris les communes, passeront sur cette nouvelle nomenclature. Donc par rapport à cette nouvelle nomenclature, et en considérant que l'amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de faire constater la dépréciation des biens et de dégager une ressource destinée à les renouveler. Donc ce procédé, tout comme la M14 d'ailleurs, permet de faire figurer à l'actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d'étaler dans le temps la charge consécutive à leur remplacement. Dans le cadre donc de la mise en place de la M57 au 1er janvier 2023, il est proposé au conseil municipal de conserver les durées d'amortissement antérieurement appliquées, dont on a la liste ci-après, et qui sont listées au sein des délibérations précédentes. Donc je ne vous lis pas, je ne vais pas passer en revue l'ensemble des amortissements qui ont été déjà décidés. À noter que celle-ci varie entre 2 ans pour les logiciels informatiques, à 40 ans pour les subventions d'équipement, notamment pour tout ce qui est bâtiment, installation. Et puis on va avoir donc les durées qui vont osciller entre 5, 10, 20, 25 ans en fonction des différents biens que l'on va acquérir. Par ailleurs, l'instruction M57 prévoit un amortissement calculé pour chaque catégorie d'immobilisation au prorata du temps prévisible d'utilisation. C'est la règle du prorata temporis. Donc ça, par contre, c'est une modification par rapport à la M14 où on commençait à amortir le bien au 1er janvier de l'année N+1. Là, on va commencer à amortir le bien à partir de sa mise en exploitation. Plus exactement, notamment pour définir la date de mise en exploitation, ça va être la date de dernier mandat de paiement du bien. Il y a un petit blanc parce que j'ai du mal à faire baisser ma ligne. Comme je vous le disais, par mesure de simplification, donc, du coup, il est proposé de retenir la date du mandat, et s'il y en a plusieurs pour un même bien, la date du dernier mandat d'acquisition de l'immobilisation comme date de mise en service, sauf cas particulier, le mandat étant établi après service fait. Ce changement de méthode comptable ne concernera que les nouveaux flux réalisés à compter du 1er janvier 2023, c'est-à-dire qu'on ne revient pas sur les débuts d'amortissement des biens acquis avant cette date. Ce qui signifie que les plans d'amortissement qui ont commencé, qui sont en cours aujourd'hui, se poursuivent jusqu'à l'amortissement complet et suivant les modalités qui ont été définies à l'origine. Il est proposé par ailleurs d'appliquer par principe la règle du prorata temporis dans la logique d'une approche par enjeu, d'aménager cette règle pour les biens dits de faible valeur, c'est-à-dire ceux dont le coût unitaire est inférieur au seuil des 1 000 €, toutes taxes comprises. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver la reprise des durées d'amortissement des biens précédemment listés, d'approuver la règle du prorata temporis imposée aux collectivités qui ont souhaité le passage à la M57, et d'adopter la dérogation relative à la règle du prorata temporis pour les biens de faible valeur, c'est-à-dire inférieurs à 1 000 € TTC. Alors je parle sous le contrôle de Karl, mais on a décidé de passer à la nomenclature M57 parce qu'on est accompagné on y a intérêt de le faire avant, parce que l'obligation c'est en 2024, je pense. L'obligation c'est pour les communes, donc avec
les histoires de crise qu'on a subies ont été retardées, donc c'est au 1er janvier 2024. Il y a la possibilité quand même pour les communes de partir avant, c'est-à-dire au 1er janvier 2023, avec l'intérêt justement de pouvoir être accompagné par la trésorerie, notamment dans les opérations de bascule, et également dans la préparation, mais ça on aura l'occasion d'en parler en début d'année prochaine, du document unique qui remplacera le compte de gestion et le compte administratif. Donc il y aura un document unique qui est donc la suite logique de la mise en place de la N57, mais pour ces points-là, on aura l'occasion d'en revenir en début d'année prochaine sur le sujet. Merci Karl. Y a-t-il des questions? Quelqu'un souhaite intervenir? C'est une question ou une intervention? Une intervention. Monsieur Devoyer, vous avez la parole, oui. Juste à nouveau changer d'idée, pas vu l'avis de la commission, mais vu la présentation en commission, qui a été fait dans le point 7. C'est exact. Oui. C'est enregistré. Et ce sera la même chose dans le point 12. C'est enregistré. Donc on va passer au vote. C'est une délibération technique. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 12, donc toujours en finances locales, la vote du taux de fongibilité des crédits dans le cadre du passage, toujours à la nomenclature M57. Je passe la parole à Karl. Et donc toujours dans cette bascule sur une nouvelle nomenclature, en fait il y a la possibilité, la M57 nous offre la possibilité de basculer des crédits d'un chapitre à un autre, que ce soit en fonctionnement comme un investissement. Ce que l'on faisait auparavant au travers des décisions modificatives, là nous pouvons le faire sans décision modificative, simplement bien sûr passer les informations en titre d'information, mais on n'est plus obligé d'attendre le prochain conseil municipal pour faire voter ces mouvements au niveau du crédit et des budgets. Alors, l'avantage que ça représente, c'est que ça permet d'être plus réactif. Et le taux prévu, donc c'est un taux qui est voté en conseil municipal et qui est au maximum de 7,5% des dépenses de fonctionnement et investissement pour la section investissement. Donc ce que l'on propose, c'est effectivement au conseil municipal de voter ce taux de fongibilité des crédits à hauteur de 7,5% des dépenses réelles en fonctionnement et en investissement. Est-ce qu'il y a des questions ou une question sur cette explication de Karl? Monsieur Devoyer? Est-ce qu'il est possible d'interpréter le fait de ce que tu as dit, Karl, d'informer le conseil municipal, ce qui n'est pas noté? Alors, il y a... Oui, ici, il est marqué en dernière ligne, je l'ai vu. Dans ce cas, le maire informe l'Assemblée délibérante de ses mouvements de crédit lors de sa plus proche séance. Voilà. Non, c'est indiqué. Alors je précise que ça donne une certaine souplesse en fait. Ça donne une Dans la gestion des budgets, ça donne une certaine souplesse qui est quand même pas inintéressante. Bien sûr, sous réserve, sous le contrôle du conseil municipal, évidemment. Bien. Si quelqu'un souhaite intervenir? Non. On va passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. La délibération numéro 13, toujours en finances locales, donc autorisation d'engager, de mandater et liquider les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif. C'est classique, hein. Donc je passe la parole à Karl. Oui, donc ça c'est une délibération qu'on prend chaque année et qui permet justement de ne pas être bloqué sur l'année N+1 avant le vote du budget définitif qui intervient souvent en avril. Le calendrier, c'est le rapport d'orientation budgétaire qui intervient en février et le vote du budget en avril. Donc
cette autorisation va permettre à Monsieur le maire, donc sur la période du 1er janvier 2023 à l'adoption du budget primitif, d'engager, de liquider, de mandater les dépenses d'investissement à hauteur de 25% des crédits inscrits au budget primitif de l'année précédente, c'est-à-dire 2022, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Donc vous avez sur les différents chapitres 20, 204, 21, 23, les montants des crédits 2022, 25% donc du calcul de ces crédits, et donc Monsieur le maire peut engager des dépenses d'investissement sous la limite effectivement de ces montants calculés. Merci Karl. Y a-t-il une question ou des questions sur cette explication, cette délibération? Point de question. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non plus. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Nous passons dans un autre registre, donc délibération numéro 14, enfance-jeunesse. Donc la signature de la convention d'adhésion au dispositif Village en Sport que vous avez reçu par l'annexe 10. Et je passe la parole à Pascal. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L2121-29, vu la délibération numéro 2021.02.11 du Conseil municipal en date du 15 février 2021 relatif à l'adhésion au dispositif Village en Sport, adhésion renouvelée en date du 16 décembre 2021 par délibération numéro 2021.12.05, considérant la volonté de la municipalité de poursuivre une action partenariale de lutte contre la sédentarité dans une démarche de sport-santé, il est proposé au Conseil municipal de renouveler son adhésion au dispositif Village en Sport pour l'année 2023, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'adhésion ci-jointe annexée, sachant que très probablement ce sera donc la dernière année que nous allons pouvoir bénéficier de ce dispositif, puisque c'est un dispositif qui est réservé pour les communes de moins de 5000 habitants. Donc très probablement que pour fin 2023, nous aurons très probablement les résultats du recensement et nous serons certainement bien au-dessus des 5000 habitants. Merci Pascal. Est-ce que quelqu'un a des questions, souhaite poser une question? Non. Quelqu'un souhaite intervenir sur la délibération? Non plus. Donc on va passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Nous allons passer à la délibération numéro 15, toujours dans la rubrique enfance-jeunesse. Modification du règlement intérieur des services municipaux que vous avez reçu en annexe 11, 12, 13, 14 et 15 et sur lequel vous avez également sur table les 3 annexes là qui n'avaient pas été jointes à votre 11, 12 et 14 qui n'avaient pas été jointes à l'envoi numérique. C'est bien ça? Alors, ça a été joint, mais il y a des copies qui se sont glissées en fait dans 3 règlements sur 5. C'est pour ça qu'effectivement, on a souhaité vous les remettre en fait finalement. Alors, ce qui a été modifié, alors rien de fondamental, hein, rassurez-vous. Alors, il s'agit en fait pour l'annexe 11, au niveau donc des règlements des accueils collectifs des mineurs, au niveau de l'ajout de l'article 4. C'est concernant les services de restauration. Les services de restauration seront donc réservables au plus tard le vendredi 11h de la semaine précédente, comme les garderies, qui seront également réservables au plus tard le vendredi 11h de la semaine qui précède pour les lundis, mardis, mercredis, et jusqu'au mardi 11h pour les jeudis, vendredis. Pour l'annexe 12, alors règlement club ado. Règlement du club ado, il y a un ajout qui sera donc précisé à l'article 4. Pareil, c'est toujours lié aussi aux services de restauration. Les services de restauration sont réservables au plus tard le vendredi 11h de la semaine précédente sur le portail My Perischool. Et enfin, donc vous voyez c'est très limité comme ajout. Et enfin, vous avez dans l'annexe 14, n'avaient pas été ajoutées les études surveillées qui sont valables pour l'école Paul-Émile Victor. Donc modification du titre, règlement des garderies périscolaires et études surveillées.
Et nous avons en fait un ajout de l'étude surveillée dans l'article 1 concernant les horaires. Donc les horaires des études surveillées donc pour l'école Paul-Émile Victor, donc de 16h30 à 17h30 pour les élémentaires. Et nous avons en fait dans l'article 3 pour les inscriptions, puisqu'en fait les garderies et les études surveillées sont prévues sur le même principe, donc réservables de la même manière. Mais il était important de pouvoir signaler que les études surveillées étaient dans la même catégorie que les garderies. Voilà. Merci. Alors, je vais vous présenter donc cette délibération que je vais compléter par un argumentaire. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 2021-19, vu l'avis de la Commission jeunesse réunie en date du 30 novembre 2022, considérant la mise en place d'un nouveau logiciel famille à compter de janvier 2023 et la modification des modalités d'inscription aux différents services qui en découlent, considérant la volonté de la commune de lutter contre le gaspillage alimentaire en ajustant ses commandes de repas, considérant la nécessité d'obtenir des prix de marché maîtrisés et que cette exigence suppose de connaître précisément le nombre d'enfants inscrits en cantine, considérant l'importance de disposer d'un système d'inscription fiable et sécurisant tant pour les familles que pour les services scolaires et municipaux, il est ainsi nécessaire de modifier les règlements intérieurs des services municipaux périscolaires et extrascolaires de la commune. 5 nouveaux règlements intérieurs scindent les services périscolaires et extrascolaires sont donc proposés à l'approbation de l'Assemblée délibérante. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver les termes des règlements intérieurs au fonctionnement des temps d'accueil périscolaires et au fonctionnement des accueils collectifs de mineurs, tel annexé, annexes 11, 12, 13, 14 et 15. De préciser que les règlements intérieurs ainsi adoptés seront communiqués à toutes les familles lors de l'inscription de leurs enfants aux services périscolaires et extrascolaires. Ces règlements intérieurs seront applicables à compter du 1er janvier 2023. Alors, dans un premier temps, un petit mémo pour vous permettre de bien cibler les nouvelles modalités d'inscription et démontrer que les changements ne sont pas si importants, et s'ils sont importants, c'est qu'ils sont nécessaires. Avant le vendredi 11h, les familles réservent la restauration scolaire, les mercredis récréatifs, avec restauration et garderie éventuellement, la restauration des accueils collectifs des mineurs et club ado lors de la période des vacances et les garderies du lundi et mardi. Avant le mardi 11h, il y aura juste la garderie matin et soir pour les jeudis et vendredis éventuellement. À noter, une pénalité de 1 € sera appliquée en plus du prix de la restauration si oubli d'inscription par la famille par exemple. Pourquoi cette pénalité ? Parce que le benchmark effectué auprès d'autres municipalités montre que sans cela, les familles ne vont pas anticiper et le gaspillage alimentaire va perdurer. Pourquoi en effet réserver à l'avance si on peut continuer à réserver le matin même sans souci ? Pour fin décembre et le mois de janvier, l'accompagnement par les services jeunesse ou l'accueil de la mairie va permettre pour les familles d'intégrer progressivement ces données. Les situations familiales et sociales qui le nécessiteront seront traitées avec bienveillance. Une communication par newsletter, mais aussi par MyPerischool, site de la mairie et Facebook, permettront à chacun de procéder aux inscriptions et d'avoir ainsi toutes les informations nécessaires. Nous rappelons que les garderies de Sacré-Cœur et la garderie du matin de Saint-Jean-Baptiste ne sont pas concernées. Comme dit dans la délibération, il s'agit aujourd'hui de prendre enfin le tournant qui va permettre de fiabiliser les intérêts de la commune, sécurisant les inscriptions et limiter le gaspillage alimentaire. À toutes fins utiles, il est à souligner que toute dépense de la mairie est liée à un budget et qu'elle doit être équilibrée par des recettes. Soit, pour être très clair, si aujourd'hui un repas commandé le matin par une famille n'est pas consommé parce que l'enfant est absent, par exemple parce qu'il mange ailleurs, le repas aujourd'hui n'est pas facturé à la famille. Mais il a pourtant été bien précommandé, donc il sera livré. Quelqu'un donc le paie. La mairie bien sûr, mais ce sont en réalité les habitants de Bézieux.
Je vous laisse rêver au nombre de possibilités pour les familles de changer d'avis. RTT, manger chez un copain, télétravail, et vous multipliez par le nombre d'enfants, le nombre de jours. Ce n'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Et finalement, c'est la famille du départ qui paie en réalité, ainsi que tous les Basiliens qui n'ont pas d'enfants, ceux qui sont retraités également. Bref, tous les foyers. A contrario, tous les repas qui seront commandés, mais qui ne pourront pas être consommés par l'enfant pour un motif externe, subi par la famille, exemple absence de l'enseignant, ne seront pas facturés à la famille. Deuxième point, dans une grande majorité, toutes les villes de la Melle qui nous entourent, Touflers, Forêt-sur-Marque, Gruson, Lannoy, Péronne-en-Mélantois, Sailly-sur-la-Lys. Non, les Lannoy. Sailly-les-Lannoy. Sailly-les-Lannoy, par exemple, mais aussi la CCPC. Toute la CCPC. Ont intégré ce système d'anticipation et adopté ce logiciel qui redonne la responsabilité des inscriptions aux parents. Il n'est plus possible de laisser porter par les enfants scolarisés en élémentaire la responsabilité de s'inscrire à la cantine. Celle-ci doit être assumée par les parents. Il n'est plus possible de laisser aux enfants de 6 à 10 ans la responsabilité d'annoncer aux professeurs des écoles « Oui, je mange à la cantine, non, je ne mange pas à la cantine ». Parce que l'enfant peut oublier, parce que l'enfant aura envie de rentrer chez lui pour X raisons, ou tout simplement, il aura envie de manger un sandwich avec un copain et il dira qu'il ne mange pas à la cantine. Parce qu'il n'est plus question de courir un tel risque. Parce que nous avons actuellement plus de 600 enfants scolarisés sur 3 écoles et que potentiellement, chaque enfant peut manger un jour à la cantine. Alors oui, il va y avoir un temps d'adaptation, mais les familles vont être accompagnées dans cette étape. Nous avons confiance dans les Basiliens, qui sont des êtres responsables, comme les habitants des villes voisines. S'ils ont des informations correctes, ce qui sera le cas par les services municipaux et les élus concernés, il n'y a pas de raison que des problèmes se posent à moyen terme. Si des réactions disproportionnées devaient avoir lieu, cela sera lié à la diffusion, sans aucun doute, d'une affirmation mensongère distribuée dans un tract dans les boîtes aux lettres basiliennes ou par le biais de commentaires subjectifs mal informés sur des réseaux sociaux. Autrement dit, tout se passera bien si les règlements présentés et adoptés aujourd'hui en conseil municipal ne sont pas déformés, tronqués par des personnes finalement mal intentionnées dans le cadre d'une communication dévoyée. Enfin, troisième point, le gaspillage alimentaire doit être diminué pour toutes sortes de raisons, pour la planète bien sûr, pour le respect que l'on doit avoir pour la nourriture, mais aussi pour tout simplement le porte-monnaie de chaque foyer basilien. Merci Pascal. Est-ce que vous avez d'abord des questions sur ce qui vient d'être dit? Moins de questions. Donc, qui souhaite intervenir sur cette délibération? Personne? Pas d'intervention? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc on a 1, 2, 3, 4 abstentions. Non, 3, 4. 4 abstentions. Qui est pour? Le reste. Très bien. Donc je vous remercie. La délibération numéro 16 concerne le développement durable, donc modification du règlement intérieur du concours des maisons fleuries, qui vous a été remis en annexe 16. Et je vais donc donner la parole à Coralie. Donc avant de dire la délibération, je vais juste résumer très brièvement les quelques changements. Donc on a sorti des différents articles les dates pour ne pas avoir à revoter tous les ans. Et donc les dates à la fois d'inscription au concours, de passage du jury, seront diffusées par les canaux de communication de la municipalité. Un changement au niveau des différents critères, nous avons supprimé le critère de propreté parce qu'il y a régulièrement un amalgame entre la propreté et la présence d'adventices.
Les adventistes ne sont pas sales et peuvent être même bénéfiques, donc il n'y a pas de problème particulier à avoir quelques adventistes dans un jardin. Nous avons également donc rajouté au niveau de la notation une petite limite, c'est-à-dire que pour le premier prix ne pourra pas être commis 2 années consécutives au même participant. Et en termes de participation, la clause de participation est donc la même que celle des maisons décorées pour Noël, c'est-à-dire que les membres du jury ainsi que les personnes habitant le même foyer ne peuvent se présenter au concours en tant que participants. Donc ça, c'est les changements par rapport à la version précédente. Donc, la délibération, vu le Code général des collectivités locales, notamment l'article L2121-29, vu la délibération numéro 2022-04-11 du Conseil municipal en date du 7 avril 2022 relatif au concours des maisons fleuries. Vu l'avis de la Commission environnement, urbanisme et cadre de vie réunie en date du 1er décembre 2022, considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement du concours pour l'adapter aux évolutions conjoncturelles et pérenniser le dispositif, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le règlement du concours des maisons fleuries qui était annexé en annexe 16 en lieu et place du précédent. Est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un souhaite intervenir? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? T'as vu qu'il y avait une abstention? Pardon, j'ai pas vu l'abstention. Je suis désolé. Laurence. Une abstention. Yeah. Qui s'abstient? Je reprends. Qui s'abstient? Laurence. 2. 2. Merci. Donc, ok. Qui est pour? Donc, délibération adoptée, moins 2 abstentions. La délibération numéro 17 concerne les libertés publiques et le pouvoir de police. Donc la signature d'une convention tripartite dans le cadre de l'extension du réseau de caméras de vidéoprotection sur le territoire de la commune. Donc vous avez reçu les éléments par l'annexe 17. Je vais faire un rapide débrief avant de passer à la délibération qui est relativement courte et simple. Vous savez que donc nous avons rajouté cette année 13 caméras de vidéoprotection en différents points de la commune, qui fait suite aux 17 caméras qui avaient été installées précédemment. Ces installations doivent faire l'objet d'une convention avec Enedis, convention tripartite, Enedis, Eiffage et la commune. Nous avons engagé la démarche avec Enedis et on s'est aperçu qu'il n'était pas complètement évident de pouvoir les mettre là où on voulait. Ils nous ont d'ailleurs, je crois, refusé deux poteaux par rapport aux implantations. Ça n'a malheureusement pas été fait par la municipalité précédente qui s'est passée de faire une convention. Nous croisons les doigts, nous espérons qu'on ne va pas nous faire retirer des panneaux, des caméras de certains poteaux qui ont été anormalement, ou en tout cas sans demande d'autorisation, installés. Voilà ce que je voulais dire en démarrage. Et donc la délibération, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2122-22 et L2122-23, vu la délibération que nous avons prise en 2021, le 15 février 2021, portant délégation du conseil municipal au maire, considérant qu'il convient, par le biais d'une convention tripartite passée entre Enedis, Eiffage, Enedis c'est l'opérateur d'installation électrique, Eiffage c'est l'installateur, et la commune, de préciser les termes et de l'utilisation du réseau de distribution publique d'électricité pour l'installation et l'exploitation d'un réseau de caméras de vidéoprotection sur les supports de lignes aériennes basse tension dans le cadre de l'extension du système en place sur la commune. Il est donc procédé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer la convention tripartite qui vous a été annexée, numéro 17. Est-ce que quelqu'un a une question? Pas de question. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir sur cette délibération? Monsieur Delru? Oui, la commune choisit d'utiliser le réseau Enedis pour la gestion de la télésurveillance. D'autres communes utilisent leur propre réseau fibré. A priori, nous sommes d'accord avec le choix qui a été fait, qui paraît être adapté au cas de Blaisieux. Cependant, il nous faut les données pour valider ce choix. Quand j'ai demandé l'estimation du coût de cette manière de procéder, on m'a répondu que ce n'était pas l'objet de la délibération. Je
suis bien d'accord. Et cependant, dans cette convention de gestion standard, sont définies les bases techniques, mais aussi financières, qui vont engager la commune. Dans le prochain budget primitif, il faudra mettre les montants correspondant à cette convention, qui est équivalente à un marché. Cette convention est appliquée dans d'autres communes. La spécificité dans notre cas, c'est le réseau prévu et détaillé dans les annexes. Pour voter cette convention, en toute connaissance de cause, il nous faut le coût que cela représente pour le budget municipal. L'application du tarif au réseau basilien, avec le détail très précis de fourniture de prestations figurant dans l'annexe 2, doit nous donner la réponse à cette question. Je suppose que vous avez fait le calcul et que vous pouvez nous donner les informations. Nous ne pouvons pas voter une proposition sans connaître ses conséquences. Sans cette information financière, nous nous abstiendrons. C'est tout? Vous avez terminé? Oui, nous demandons simplement l'estimation financière de cette délibération. Bah, écoutez, moi je répète ce qu'on vous a dit, c'est pas l'objet de la délibération, on n'a absolument rien à cacher, rien à cacher. Vous en connaissez le coût, probablement, puisque bon, il n'y a pas de secret, c'est ce qui se fait partout ailleurs. Bon, ça n'a pas été fait à mes yeux pour des raisons que j'ignore par le passé, donc on est dans le même cas qu'ailleurs. Et donc moi j'ai pas là comme ça sous la main les éléments. Ça sera intégré au budget, bien évidemment. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, Hélène? Ça sera dans le budget, bien évidemment. Donc vous prenez la décision sans savoir comment ça va coûter. Ah si, non mais... Non. La question n'est pas là. L'estimation du coût. Donc c'est un calcul, je ne suis pas amusé à le faire. C'est relativement simple. Vous avez le coût linéaire, vous avez le nombre de supports et prix. Bon, c'est d'affaire, je ne sais pas, le montant, c'est intéressant de le voir. C'est une convention qui est obligatoire. Je considère qu'elle est obligatoire, monsieur Delru, puisque de toute façon, on est assujetti à l'autorisation d'Enedis pour utiliser les poteaux, leur circuit, leur réseau. Donc je veux dire, de toute façon, elle est obligatoire. Et ce sera bien évidemment installé prévu au budget. Mais je ne vois pas en quoi, là on parle uniquement de convention et de principe de convention, on ne parle pas du budget, mais dans tous les cas, on est obligé de le faire. Alors, vous vous étiez abstenu de le faire par le passé, c'est votre choix, mais en tout cas, vous n'étiez pas dans la légalité. Moi, je préfère vous le dire. La légalité, c'est de signer cette convention, et puis d'intégrer le coût de cette convention au budget. Ouais, il y a d'autres solutions, on n'est pas obligé. Je vous dis, je connais d'autres communes qui ne sont pas sur ce principe-là. Ah ben, peut-être. Et je pense que c'est une bonne chose. Ah ben alors, si vous êtes d'accord avec le principe, eh bien... Sur le principe, moi, je voudrais savoir combien aussi, comment ça coûte, ça. Enfin, je ne comprends pas qu'on prenne des décisions sans au moins évaluer ce que ça coûte. Tu souhaites intervenir? Donc, nous nous abstiendrons. Très bien. Alors, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5 abstentions. Qui est pour? Je vous remercie. Donc, nous allons passer à la délibération numéro 18, fonction publique, adoption du tableau des effectifs. Je passe la parole à Pascal. Alors, c'est une délibération qui est très annuelle et qui est très courante. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu les avis favorables du CTPI en date du 14 octobre 2022, considérant que conformément à l'article 34 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Considérant qu'il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, il est proposé au conseil municipal d'approuver le tableau des effectifs qui a été annexé 6 juin. C'était l'annexe 18. Est-ce qu'il y a une question?
Pas de questions. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Pas d'intervention, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. La délibération numéro 19, toujours dans la rubrique de la fonction publique, création d'un emploi non permanent de directeur adjoint des accueils collectifs de mineurs à temps complet dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité. Je passe la parole à Pascal. Vu le Code général de la fonction publique, notamment son article L.332-23-1, considérant la nécessité de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité, à savoir l'augmentation du nombre d'enfants inscrits au sein des accueils de loisirs de la commune, considérant qu'au regard des besoins du service, il y a lieu de créer un emploi non permanent de directeur adjoint des accueils collectifs de mineurs à temps complet dans le cadre d'emploi des adjoints d'animation catégorie C pour une durée de 12 mois, soit du 1er janvier au 31 décembre 2023. Considérant que la rémunération sera calculée par référence à l'indice du premier échelon de grade d'adjoint d'animation, il est proposé au conseil municipal de créer un emploi non permanent de directeur adjoint des accueils collectifs de mineurs pour un accroissement temporaire d'activité et de prévoir les crédits correspondants au budget. Est-ce que quelqu'un a besoin d'explications ou de précisions? Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur cette délibération? Explication de vote, simplement. Pardon? Explication de vote. Alors, compte tenu de la structure et les compétences du service jeunesse actuel, nous estimons que la création de ce poste de directeur adjoint n'est pas justifiée. Nous voterons donc contre cette délibération. Nous allons passer... Est-ce que quelqu'un souhaite répondre? Je pars du principe que systématiquement, toutes les créations de postes sont votées de façon... Voilà, donc non, je ne vais pas perdre mon temps. D'accord, oui, c'est pareil. Très bien, donc on va passer au vote. Qui est contre? On a 5 contre. Qui s'abstient? On a une abstention. Et qui est pour? Le reste. Donc je vous remercie. Nous allons passer à la délibération numéro 20. Fonction publique. Création d'emplois non permanents d'adjoints techniques à temps non complet, et complet pour les missions d'entretien des locaux, 4, et espace vert, 1, dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité. Je passe la parole à Pascal. Vu le Code général de la fonction publique, notamment son article L332-23-1, considérant la nécessité de recruter 5 agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité, à savoir 2 emplois non permanents d'adjoints techniques catégorie C à temps non complet pour un volume horaire de 25 heures hebdomadaires et pour une durée de 12 mois, soit du 1er janvier au 31 décembre 2023, afin de renforcer des missions d'entretien des bâtiments en lien notamment avec l'utilisation de la nouvelle salle de sport. 2 emplois non permanents d'adjoints techniques catégorie C à temps non complet pour un volume horaire annualisé de 25 heures 53 centièmes et pour une durée de 12 mois, soit du 1er janvier au 31 décembre 2023, afin de renforcer les missions d'entretien des bâtiments en lien notamment avec l'utilisation de la nouvelle salle de sport et l'extension de l'école Paul-Émile Victor. Un emploi non permanent d'adjoint technique catégorie C à temps complet pour un volume horaire 35 heures hebdomadaires et pour une durée de 12 mois, soit du 1er janvier au 31 décembre 2023, afin de renforcer les missions d'entretien des espaces verts. Considérant que la rémunération de ces emplois non permanents sera calculée par référence à l'indice du premier échelon du grade d'adjoint technique, il est proposé au conseil municipal de créer 5 emplois non permanents d'adjoint technique pour accroissement temporaire d'activité et de prévoir les crédits correspondants au budget. Merci Pascal. Est-ce que quelqu'un a besoin d'une explication sur cette délibération? Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Monsieur Delru, nous vous écoutons. Avec l'application de votre stratégie d'entretien des équipements et espaces municipaux, les Basiliens ont pu constater le résultat et ont fait remonter leur mécontentement, entre autres, à travers les réseaux sociaux. Vous réagissez en embauchant 5 agents supplémentaires.
sans présager de la qualité de ces nouvelles recrues, une longue expérience prouve qu'elles ne pourront pas avoir le matériel, l'encadrement, la formation qui leur permettra d'avoir une efficacité optimale. Les difficultés en cas d'absence de personnel, en cas de panne de matériel, en cas de rupture d'approvisionnement, en cas de mauvaise exécution, sont beaucoup plus facilement gérables par une société spécialisée. De plus, les coûts sont bien plus élevés en interne que dans les contrats d'embauche. Nous voterons donc contre cette délibération. Tu souhaites intervenir? Oui. Bon, je vais passer la parole à Pascal. Simplement, je pense que finalement, vous n'êtes pas aussi au fait que ça de tout ce qui se passe en fait sur la ville de Bézieux, tout simplement parce que en fait, ce sont des créations de postes. Ce sont pour remplacer 5 postes, 5 personnes qui sont actuellement déjà en poste. Ce sont des gens qui sont en parcours emploi compétences, qui sont déjà employés par la mairie, sauf que vous n'êtes pas sans ignorer que l'État a décidé au mois d'octobre d'arrêter le paiement des parcours emploi compétences. Certains s'arrêtaient ici fin octobre et nous avons donc souhaité stabiliser l'équipe et leur proposer non pas directement des CDI ou une intégration en fonction publique ou une stagiairisation. Nous avons souhaité continuer en fait à évaluer l'activité et donc nous leur proposons aujourd'hui des postes en CDD. Donc ce ne sont pas 5 personnes supplémentaires, mais bien pour suppléer et pour remplacer les postes voilà, emploi à compétences. Monsieur Devoilly, vous souhaitez intervenir? Oui, juste une précision. Comment vous justifiez la notion d'accroissement temporel, juridiquement parlant? Alors, il s'agit en fait tout simplement pour des personnes de pouvoir évaluer en fait tout simplement leur activité et de progressivement, vous n'êtes pas sans ignorer que nous avons donc en fait une extension au niveau de l'école, que nous avons mis en place une nouvelle salle de sport et de ce fait des utilisations qui sont en train de prendre leur plein essor. Et de ce fait, nous avons besoin en fait régulièrement de pouvoir évaluer les besoins en fait de ces salles en fonction de l'utilisation. Nous avons toujours aujourd'hui peut-être une augmentation d'enfants, peut-être encore une classe qui va devoir ouvrir, peut-être, et tout ça, cela implique un certain nombre de travaux et d'entretiens par rapport à la fois au niveau des écoles qu'au niveau de l'espace Suzanne Régnier, qui, vraiment, j'insiste, prend son plein essor. Là, je pense que ce n'est pas Olivier Vandevel qui me dira le contraire, qui prend son plein essor et qui utilise de plus en plus cette salle. À un moment donné, il faut l'entretenir, que ce soit par les poubelles qui doivent être vidées, par le nettoyage simplement des sols, voilà, c'est important de pouvoir. Donc, il est important de pouvoir aujourd'hui évaluer. Peut-être qu'à la fin de l'année 2023, l'équipe aura suffisamment pris d'expérience et utiliser le matériel qui est mis à sa disposition et peut-être qu'on ne retiendra que 4 personnes en finale, mais peut-être que ce sera 5, peut-être que ce sera plus, on verra d'ici là. Ce qui est important, c'est de ne pas se lancer à corps perdu dans une situation qui ne sera pas gérable à terme. Alors, oui, moi je voudrais également préciser que là aussi, comme pour tout à l'heure My Perry School, le nombre de municipalités qui font appel à des sociétés extérieures pour ce type de prestations est pratiquement nul. C'est pas parce que les autres font comme ça qu'on doit faire comme ça, mais dans tous les cas, on a vu ce que ça donnait, donc les prestations extérieures et le manque de souplesse que ça offrait, et l'état dans lequel, par exemple, se trouvait l'école quand nous sommes arrivés à la mairie, c'était un scandale. Donc les choses s'améliorent au niveau de la propreté de l'école, tout doucement, parce qu'il faut du temps, c'est pas quelque chose qui se fait en claquant dans les doigts. Il faut également une structure qu'on n'a pas, puisque je ne vous aurai pas échappé aussi qu'une personne n'est plus là depuis un certain temps. Donc cela, nous allons le mettre en place. Nous avons, comme l'a dit, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Pascal, nous avons effectivement, ESR prend son envol, il y a du monde, il faut le gérer. Donc tout cela mis bout à bout, plus les espaces verts, les espaces verts qui font l'objet de critiques acerbes dans les réseaux sociaux, certes, mais ça on y viendra tout à l'heure, je pense. Mais dans tous les cas, moi je voulais vous dire que quand vous stigmatisez des coûts
par du personnel donc, que nous embauchons, qui est du personnel, on essaie d'avoir du personnel basilien. Ça, c'est un choix politique. Plutôt que de payer un actionnaire et une société extérieure, je préfère payer des gens à Bézieux pour le faire. Ça, c'est déjà une première chose. Je voulais mettre les choses au point avec vous sur ce plan-là, tout de suite. Laissez-moi terminer. Et d'autre part, je considère que vous faites un procès d'intention, mais ça c'est votre habitude, pour deux raisons. La première, c'est qu'un budget, vous stigmatisez le coût, vous stigmatisez des personnes. Un budget, c'est pas, une gestion budgétaire, c'est pas ça, monsieur Desrues. Vous vous présentez comme le champion du monde de la gestion. Je suis désolé, la gestion, c'est de regarder les recettes et regarder les dépenses. Et avant de dire les dépenses, ça va pas, regardez les recettes. On fera le point dans quelques mois, monsieur Desrues. Voilà ce que je voulais vous répondre par rapport à votre intervention. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Je ne peux pas vous répondre. C'est bon. Ben, vous ne répondez pas. Très bien, c'est parfait. Donc, on va passer au vote. Donc, qui est contre? On a 1, 2, 3, 4 voix contre. Qui s'abstient? On a 2 abstentions. Et qui est pour? Très bien. Je vous remercie. Nous allons passer à la délibération numéro 21, oui, c'est ça. Donc on est toujours en fonction publique, suppression d'un emploi à temps non complet et création d'un emploi à temps non complet dans le cadre d'une demande de diminution de volume horaire d'un agent. Je passe la parole à Pascal. Vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97, vu les décrets numéro 2020-132 du 17 février 2020 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, vu le tableau des effectifs, vu l'avis favorable du CTPI en date du 14 octobre 2022, considérant la demande d'un agent de diminuer le volume horaire de son emploi à temps non complet, considérant qu'il y a lieu de créer le poste d'adjoint technique principal de seconde classe à temps non complet à hauteur de 11,30 centièmes hebdomadaires, remplaçant et supprimant le poste actuel du même grade à temps non complet à hauteur de 17,07 centièmes hebdomadaires, il est proposé au conseil municipal de supprimer le poste d'adjoint technique principal de seconde classe à temps non complet à hauteur de 17,07 centièmes hebdomadaires au 31/12/2022, de créer le poste d'adjoint technique principal de seconde classe à temps non complet à hauteur de 11,30 centièmes hebdomadaires à compter du 1er janvier 2023, de prévoir les crédits correspondant au budget. Merci Pascal. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur cette délibération? Pas d'intervention, donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc délibération adoptée à l'unanimité, je vous remercie. La délibération numéro 22 concerne le domaine et le patrimoine et les finances locales. C'est le devenir du bail amphithéotique de la gendarmerie suite à la liquidation de la SCI des casernes. Donc, je vais faire un rapide historique. Vous vous souvenez de notre conseil municipal extraordinaire du 23 novembre, si ma mémoire est bonne, c'était le 23 novembre 2021, où sont intervenus à la fois le secrétaire général de la préfecture du Nord, M. Simon Fété, et le directeur adjoint des finances publiques, M. Gilles Dubost, qui vous ont donc à tous présenté la problématique, ou en tout cas les tenants et aboutissants du bail amphithéotique de la gendarmerie de Bézieux, dont je rappelle que, c'est en tout cas pas moi qui le dis, c'était ces deux personnes-là qui sont, je pense, suffisamment compétentes pour en juger, l'un des plus déséquilibrés de France, parmi les 10 les plus déséquilibrés de France sur 140 dossiers de ce type qui ont été signés dans les années entre 2007 et 2010. Donc nous sommes dans un cas donc complexe et nous avions, par le conseil municipal du mois de décembre de la même année, je ne sais plus, c'était le 16, nous avions donc, vous m'aviez donné mandat pour engager toute étude en vue de la résiliation de ce bail. Nous
nous avons pris contact avec la préfecture, nous avons pris la tâche d'un avocat, nous avons rencontré M. Simon Fété, nous avons pris la tâche d'un avocat et en vue d'engager une réflexion sur la résiliation de ce dossier, qui en fait n'a pas été nécessaire, ou en tout cas s'avère être inutile, puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas nous qui engageons la résiliation, mais ça c'est un peu un phénomène un peu particulier, mais c'est la société elle-même qui dépose qui se liquide. Alors bien sûr, les raisons, on ne les connaît pas. Donc, je voulais vous donner cette information. Aujourd'hui, la SCI des casernes s'est liquidée. Donc, je reprends le terme de la délibération. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération numéro 2021-11-12 du 23 novembre 2021, qui était celle-là, relative au bail amphithéotique de la gendarmerie, considérant l'intérêt et la volonté de la commune de Bézieux d'accueillir sur son territoire les services de la gendarmerie nationale, considérant que le conseil municipal s'est réuni le 23 novembre en vue de se voir présenter le bail amphithéotique signé par le maire de la commune le 3 août 2007, ayant pour objet le financement de cette brigade territoriale de gendarmerie, considérant que lors de ce conseil du 23 novembre, la participation de M. Simon Fété, secrétaire général de la préfecture du Nord, accompagné de M. Gilles Dubost, directeur adjoint de la DGFIP, a permis de répondre à toutes les questions posées lors de la présentation et ainsi d'expliciter les tenants et aboutissants de ce dossier, considérant que la délibération numéro 2021-12-10 du Conseil municipal du 16 décembre 2021, votée à l'unanimité, a donné mandat à M. le maire pour engager une étude sur les modalités de résiliation de ce bail amphithéotique afin d'apporter une réponse aux enjeux financiers qui s'y rapportent. Conformément à ce mandat, M. le maire a sollicité et obtenu un rendez-vous de la part de M. Simon Fété, à l'occasion duquel il lui a été conseillé de prendre la tâche d'un avocat dans cette affaire. Nous portons à la connaissance du Conseil que le 29 septembre 2022, notre Conseil a réceptionné la notification d'une créance immédiatement exigible, portée par un organisme bancaire allemand, faisant suite à la liquidation de la Société des casernes, amphithéote de la gendarmerie de Bézieux, et ceci à partir du 29 juin 2022. Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser le maire à engager toute démarche dans le cadre d'une procédure judiciaire à l'encontre du porteur de la créance et des sommes prétendument exigées, ceci afin de faire toute la lumière dans ce dossier, et d'autoriser le maire à signer tous actes entrant dans le cadre de cette procédure judiciaire. Je précise qu'à ce jour, nous avons reçu une demande de paiement, que contact a été pris avec les autorités compétentes sur le sujet et notre conseil afin de voir la réponse que nous allons apporter à cette demande. Toute la lumière doit être faite sur ce dossier. Donc nous souhaitons que toute la lumière soit faite sur ce dossier. J'ai bien dit toute la lumière. Donc est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Monsieur Delru souhaite intervenir. Nous vous écoutons. Oui, tout d'abord, je voudrais rappeler que pour le problème de la gendarmerie, était lié au départ plus aux recettes qu'aux dépenses, c'est-à-dire à l'État qui voulait réduire ses loyers et sortir de la règle du contrat de location qui a été appliqué pendant les 9 premières années du bail. Actuellement, le loyer devrait être de 440 000 € par an. Le service de l'État s'appuyait alors sur des valeurs locatives qui, bizarrement, avaient baissé d'après eux pendant 10 ans à Bézieux. Ce point est contredit par tous les barèmes appliqués pour la fiscalité locale. Nous avions aussi dit qu'il fallait profiter de la baisse des taux pour renégocier la partie dépenses, même si le montage financier paraissait bien déroulé. Pour mener à bien cet objectif, dès 2019, nous avions pris un avocat d'affaires afin d'entamer les négociations. 2020, vous avez décidé d'arrêter la procédure pour mettre le dossier dans les mains de l'État, qui était pourtant la source de notre problème. Aujourd'hui, la commune peut peut-être profiter du bouleversement apparu dans le montage du financement de ce dossier. Je rappelle que c'est sur les conseils de l'État que nous avons signé ce contrat. L'État a facilité ce montage dans beaucoup de communes,
car il avait besoin de gendarmerie et n'avait pas les moyens de les construire. Les autres maires de la brigade ayant refusé de participer, pour que la commune de Bézieux seule puisse réaliser un casernement au cahier des charges très contraignant, l'État nous a aidés à monter le dossier. Ce dossier a été établi par les services de la préfecture et validé par le contrôle de légalité. Aujourd'hui, le montage préconisé par l'État s'effondre. Même si le temps perdu depuis 3 ans a fait s'augmenter les taux d'intérêt, il faut que l'État assume son implication dans les préconisations et aide l'avocat de la commune à faire évoluer ce dossier. Avec l'appui de l'État, les circonstances permettent d'entrevoir des avancées favorables, même si en face, ce sont des puissantes banques internationales qui ont pris le dossier après la banqueroute de la SCI des casernes. Dans ce dossier, nous soutenons toutes les démarches qui vont dans le sens de la défense des intérêts de Bézieux. Nous en avions engagé une il y a 4 ans. Nous sommes bien sûr d'accord pour reprendre cette démarche aujourd'hui et profiter de ce qui est sûrement une opportunité. Nous voterons donc bien sûr la délibération. Alors, j'ai quelques précisions à vous demander. Et pouvez-vous me rappeler quel est le loyer auquel vous estimez que les loyers que l'État devrait payer? 440 000 euros. 440 €. Donc, moi, je rappelle que, Monsieur Desrues, je vous rappelle que c'est vous qui êtes signataire de ce dossier. Donc, vous avez eu tous les éléments en main. Vous connaissiez le montant du loyer. Vous avez tous les éléments. Donc, vous nous dites aujourd'hui, c'est pas réglo et on n'a pas été payé en regard de ce qu'on devait avoir par rapport à l'État. Mais vous aviez les éléments. Donc, ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, je ne vais pas vous le répéter parce que ça me fatigue. Mais je suis désolé, Monsieur Desrues, vous aviez, en toute connaissance de cause, vous avez signé un dossier qui s'orientait inévitablement vers un déficit. Première chose. Deuxième chose, vous nous dites que ce n'est pas un problème de recettes, mais un problème de dépenses. Oui, l'inverse. Un problème de dépenses, ce n'est pas un problème de recettes. Non. Vous aviez, encore une fois, je vous le dis, si vous voulez qu'on mette ça sur la table, on peut le faire, hein, mais vous aviez connaissance du montant de l'évolution des remboursements qui était purement astronomique. Donc ça, vous le saviez, vous aviez tous les éléments en main. Donc nous dire que ça, c'est pas possible. Vous niez à chaque fois l'évidence, vous revenez toujours dessus. Je suis désolé de vous dire que c'est faux, c'est nul et non avenu. Donc, dire que l'État doit nous accompagner, je répète, j'estime que l'État nous accompagne dans cette affaire. D'abord, il l'a démontré par la présence de M. Fété et de M. Dubost lors du conseil municipal du 23 novembre. Il faut rester confiant sur la suite de cette opération et j'ose espérer que nous allons faire toute la lumière sur ce dossier. Quand vous dites que cela a été repris par une banque internationale allemande après la banqueroute. Non, c'est pas après la banqueroute, c'était déjà bien avant. Hein. C'est pas lié à la banqueroute. Hein. Voilà, donc, est-ce que quelqu'un voulait... Oui. C'est l'État qui nous a monté le dossier. Et deuxièmement, j'ai tous les éléments pour vous répondre, bien sûr, pour vous montrer que... Eh bien, vous me les soumettrez, Monsieur Delrues, parce que je les ai aussi, les éléments. Donc, on va comparer les mêmes éléments et on fera une analyse comparative des mêmes éléments. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Pas d'intervention? Nous allons passer au vote sur cette délibération. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, voter à l'unanimité. Je vous remercie. Nous sommes... Je suis au regret de vous quitter. Je donne pouvoir à Olivier. Voilà. D'accord, ok. Enfin, délibération. Merci. Bon, on est presque au bout. Donc il reste... nous sommes à la délibération numéro 23. Domaine et patrimoine, détermination des emplois nécessitant la mise à disposition d'un logement de fonction. Je vais laisser la parole à la fois à Pascal et puis à Hélène si nécessité au niveau technique. Donc, Pascal, Hélène. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2121-29, vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R 2124-64, R 2124-65 et R 2124-71,
précisant les deux hypothèses dans lesquelles un logement de fonction peut être mis à la disposition d'un agent au regard des contraintes de l'emploi occupé en cas de nécessité absolue de service ou d'astreinte. Vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 83 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 84 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale, qui prévoit que les organes délibérants des collectivités territoriales doivent fixer la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué, vu le décret numéro 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement, vu l'arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement accordées par nécessité absolue de service pris pour l'application des articles R 2124-72 et R 4121-3-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, considérant qu'une concession de logement par nécessité absolue de service peut être accordée lorsque l'agent ne peut accomplir normalement les missions qui lui sont confiées, notamment pour des raisons de sûreté, sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. Considérant que, eu égard au nombre d'équipements municipaux présents sur la commune de Bézieux et à leurs modalités de fonctionnement, il est nécessaire de mettre à disposition 2 logements de fonction pour nécessité absolue de service, afin d'assurer une présence technique et de répondre aux besoins des utilisateurs sur l'ensemble de l'année. Il est proposé au conseil municipal de fixer au nombre de 2 les emplois nécessitant la mise à disposition d'un logement de fonction, d'autoriser Monsieur le maire à signer les arrêtés de mise à disposition des logements de fonction. Merci Pascal. Est-ce que quelqu'un souhaite une explication par rapport à ce que nous venons de dire? Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc délibération adoptée à l'unanimité. Donc nous avons ensuite, sauf erreur, on est arrivé aux décisions du maire. Oui. Donc il y en a 4. Je vais simplement lire les titres, puisque ça ne fait pas l'objet d'un vote. Et je vais vous demander si vous avez des questions. Mais enfin, il y a une décision du maire concernant la règle de recette service aux familles. Une décision du maire concernant l'adhésion au marché de lamelles impression offset, au marché de lamelles lutte contre les nuisibles et appel à cotisation 2022 pour la marque Au fil de l'eau. Est-ce qu'il y a une question sur ces 4 décisions du maire, éventuellement? Il n'y en a pas. Donc nous avons, sauf erreur, épuisé notre ordre du jour aujourd'hui. Et donc nous allons passer aux questions orales que j'ai reçues de la part de 4 adjoints ou conseillers. La première question orale m'a été posée par Coralie, ici présente, que je t'invite à lire. Monsieur le maire, dans le dernier Basileco de novembre 2022, Monsieur Guilbert, dans l'expression politique de l'opposition municipale, demande à la municipalité de rétablir les moyens humains et financiers nécessaires à la tenue de ses responsabilités, parlant notamment de la qualité de notre environnement. J'aimerais comprendre le bien fondé de cette demande, n'ayant pas vu lors des différentes délibérations du conseil municipal depuis notre prise de fonction, ni diminution de moyens humains, ni financiers dans ce domaine. Merci Coralie. Je vais poser la question, je demande une réponse à Pascal. Merci Coralie et Monsieur le maire de me permettre de répondre à cette question. Il s'avère effectivement que depuis mai 2020, aucun poste sur le domaine des espaces verts et plus globalement de l'entretien n'a été supprimé. L'opposition se trompe et c'est dommage, car elle donne une image erronée de la municipalité à laquelle, faut-il le rappeler, elle fait partie intégrante. Bien au contraire, et je me permets d'enfoncer le clou, des postes ont été créés à plusieurs reprises pour renforcer justement l'équipe existante. Cela nous a permis d'embaucher d'ailleurs des candidats habitant à Bézieux ou aux alentours. Je tiens à votre disposition les délibérations votées dans ce sens ces dernières années
et vous verrez que la municipalité a voté en majorité pour ces postes. Oui, en majorité et non à l'unanimité. Pourquoi, me direz-vous, pas l'unanimité? Eh bien parce que l'opposition a voté contre. Non, il n'y a pas d'erreur. L'opposition qui réclame des postes vote contre. Merci Pascal. Donc je rappelle que les questions orales ne font pas l'objet de débat. Il y a une question, il y a une réponse. Oui. C'est comme ça, c'est la règle. Et ça doit durer 15 minutes au maximum. J'ai une deuxième question orale qui m'a été posée par Michel, qui va nous en donner lecture. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, de respecter les intervenants, de façon à ce que... Alors les apartés, je pense qu'on peut s'en passer. Et je vous demande de respecter les intervenants. Je crois que tout le monde le fait, à l'exception de quelques-uns, et c'est particulièrement désagréable. Donc si Michel veut bien nous prendre lecture de sa question. Monsieur le maire, l'opposition a distribué un tract où il est noté que le prix du repas pour les personnes âgées a augmenté en réduisant le choix et en entraînant une diminution des personnes qui bénéficient du service. J'aimerais que soient expliquées les conditions qui ont fait que le marché soit renégocié et que les conditions soient modifiées. Je te remercie pour cette question. Je passe la parole à Bénédicte, qui est en charge de ce dossier avec le CCAS. Oui, pardon. Je vais faire un petit rappel pour oui. que vous puissiez comprendre, puisque c'est quand même des décisions qui passent par le CCAS. Il existait un marché public avec API, public qui était obsolète, et aucun marché n'existait avec le prestataire d'LV. Bien entendu, ce qui était illégal. Les mêmes prestations pour de la municipalité, c'est-à-dire les commandes, les livraisons, les facturations, étaient assurées donc, par les services de la municipalité, hormis l'aspect comptable correspondant, je veux dire, au paiement pour d'LV, puisque comme c'était légal, pas de marché, il ne pouvait pas être dans la comptabilité de la municipalité. L'ancienne municipalité, dans le cadre de son CCAS, avait fixé, et ce depuis 2006, le prix du repas à 5 €, montant qui était donc réclamé aux personnes âgées. En 2008, à titre d'exemple, API facturait à la commune 3,70 € par repas, donc un surplus était demandé aux personnes bénéficiant de la prestation API. Ce surplus, on aurait pu, oui, le comprendre si c'était pour une couverture, je veux dire, partielle des prestations assurées par la municipalité, mais cela n'était pas le cas pour celles qui bénéficiaient, je veux dire, d'LV. Donc, on ne pouvait pas demander un surplus aux personnes qui prenaient d'LV, parce que là encore, on ne pouvait pas l'enregistrer dans la comptabilité. D'où notre réflexion autour de ces marchés et surtout notre réflexion entre la différence que l'on pouvait faire entre les personnes âgées sur les yeux. Donc 2 appels à concurrence ont été lancés, je vais dire en 2022, un pour un repas complet et un pour un plat du jour, un peu ce que faisait le DLV, pour laisser bien entendu le choix, je veux dire, aux personnes âgées. Un seul prestataire a répondu oui, avec un repas complet, et oui, le repas, je vais dire donc, on est arrivé à 4,93 €, et oui, le repas donc, est arrivé à 5,80 € pour répondre à la question. Je pense que Bézieux, comme les autres communes, je vais dire les matières premières ont flambé. Je ne vois pas pourquoi Bézieux aurait été épargné, comme l'inflation. Et pour répondre aussi que les personnes à l'arrêté, on a bien quelques personnes qui ont arrêté, mais parce que c'était plus élevé. Et surtout, certaines qu'on a rencontrées, ne le prenaient plus, prenaient d'LV pour une zone confort, principalement le dimanche, pour ne pas faire la queue. Voilà un peu ce que je peux répondre par rapport à la question. Merci Bénédicte. Merci Bénédicte. On a une question également d'Olivier concernant, je crois, la rue de Canfin. Oui. Monsieur le maire, dans l'un de ces récents tracts, l'opposition demande de refaire le revêtement de la rue de Canfin.
Cela m'étonne dans la mesure où ce sujet a fait l'objet d'un article détaillé dans le Basileco du mois d'août, précisant à la fois le planning et le type de réflexion, et surtout que ce sujet a été discuté en commission voirie en présence d'élus de l'opposition. Puis-je avoir des explications? Là, je vais poser la question à Jean-Michel, parce que là, c'est typiquement dans la voirie. Jean-Michel, qu'est-ce que tu dois nous dire là-dessus? Alors, lors de la commission du 7 juillet 2022, commission qui était à la fois voirie et sécurité, nous avons informé la commission des travaux qui avaient été voirie qui est acté par la MEL. Et ils nous ont annoncé que effectivement la réfection du tapis de la rue Canfin qui devait être refait en 2022 allait être refait en 2023 parce que Montréal devait intervenir pour changer les canalisations d'eau. Et comme la rue de la Mairie était un peu mauvais état, ils ont commencé par la rue de la Mairie, ce qui fait que la rue Canfin ne passe pas l'an prochain. Donc tout a été effectivement expliqué, tout est clair, et donc on a la réponse. J'ai une dernière question de Coralie. Donc, Monsieur le maire, dans ce même tract distribué par Unifor Bézieux, l'opposition demande la réalisation d'un parking vert, en revendiquant que l'ancienne majorité avait prévu de le faire, en accompagnement de la salle omnisport et de l'extension de l'école Polémique-Victor. Lors de notre prise de fonction, nous avons évidemment repris le chantier de l'ESR, pour lequel aucun aménagement de parking n'était associé. Et nous avons appris par la MEL que seul un agrandissement du parking existant de l'école était en cours d'étude liée à l'extension de l'école. Nous avons repris cette étude avec la MEL, étude qui aboutit à la construction de 20 places de parking associées uniquement à l'extension de l'école et qui doit s'accompagner d'un plan de mobilité douce. J'aimerais donc comprendre l'origine de ces affirmations, où il est fait état d'un parking vert et surtout où sont les documents qui acteraient la réalisation de ce parking vert qui daterait d'avant mars 2020. Merci. Oui, écoutez, c'est vrai que là, je vais reposer la question à Jean-Michel parce que c'est vrai que c'est assez étonnant. Quand nous sommes arrivés à la commune avec le DGS, l'ancien DGS, j'ai découvert qu'il y avait une demande effectivement d'un parking de plus de 100 places pour en relation avec la salle Suzanne Régnier, mais qu'il y avait des personnes qui suivaient que si ce parking devait être fait, c'était uniquement sur le financement municipal. Donc déjà pour des raisons non, qui n'étaient pas financières, c'est un parking de 100 places, il faut des autorisations spéciales, donc on ne pouvait pas faire. Donc tout de suite ils sont descendus à 80 et la MEL n'a jamais accepté de faire un parking pour l'espace Suzanne Régnier, mais a accepté d'agrandir le parking de l'école de 20 places. Et sous condition que le terrain soit rétrocédé à la mairie, ce qui est toujours en cours. Il n'y a pas de rétrocession actuellement, donc, ce qui fait que ça ne peut pas évoluer. Merci, c'est clair. Et y a-t-il des questions diverses? Une question diverse, Monsieur Devoyer? Oui, pourquoi concernant la rue de Canfin, ce qui avait été dit en commission, c'est qu'on réparerait les trous, et ça n'a pas été fait. En attendant les travaux. Il y a toujours des divans en cours, donc on fait des divans pour demander de boucher les trous, et c'est pas fait. Au moins, les trous, là, on est sur les pavés, ils peuvent attendre. Alors, quand on parle de réfection de la rue de Canfin, parler de boucher les trous, ça serait peut-être plus compréhensible, Monsieur Devoyer. Parler de la commission. Pas de questions diverses autres? Je vous remercie. Donc, je vous informe de la date du prochain conseil municipal qui va se dérouler le jeudi 9 février. Je vous remercie. Bonne fin de journée.